Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de survie en montagne la plus dingue que je connaisse. L'histoire d'un alpiniste du nom de Joe Simpson qui a violemment chuté au fond d'une crevasse de plus d'une dizaine de mètres de profondeur après que son compagnon de cordée Simon Yates ait volontairement coupé la corde qui le retenait au-dessus du vide. Après cet acte aux lourdes conséquences, Simon Yates est rentré seul au camp de base, persuadé que Joe n'était désormais plus de ce monde. Mais 4 jours plus tard, alors qu'il s'apprêtait à quitter le camp de base, il l'aperçoit au loin, rampant, à bout de force, aux portes de la mort. Comment Joe Simpson a réussi à s'extirper de cette crevasse malgré une jambe cassée? Pourquoi son acolyte a décidé de couper cette corde qui le maintenait en sécurité et en vie? Cette histoire, elle m'a beaucoup marqué quand je l'ai découverte et c'est pour cette raison que je vous la présente aujourd'hui. Âme sensible s'abstenir, il est temps pour moi de vous raconter la terrible épopée de Joe Simpson et de Simon Yates. Joe Simpson, c'est un alpiniste mais aussi un écrivain britannique. Pendant son enfance, il voyage énormément et découvre de nombreux pays car son père, militaire dans l'armée britannique, était souvent muté à droite à gauche et ce partout dans le monde. À 14 ans, sa vie va prendre un véritable tournant lorsqu'un de ses enseignants du collège l'initie à l'escalade. Il prend beaucoup de plaisir à découvrir cette activité et à ce moment-là, il ne le sait pas encore, ce sport va profondément changer sa vie. Naturellement, il commence à se rapprocher de la communauté d'alpinistes anglophones, il fait ses preuves, il agrandit son réseau, tout se passe pour le mieux, et c'est dans les années 80 qu'il croise par hasard un certain Simon Yates. Simon, il a 3 ans de moins que Joe, c'est lui aussi un passionné de grimpe britannique, et en parallèle de sa petite carrière d'alpiniste, il étudie la biochimie à l'université de Sheffield. Les deux hommes vont très vite s'entendre, ils se partagent leur ambition, ils sont tous les deux motivés et passionnés, et petit à petit, l'idée d'organiser une grosse expédition ensemble va commencer à émerger. Ils veulent du concret et ils n'ont qu'une seule envie, repousser leurs limites pour atteindre des sommets au sens propre comme figuré. En 1985, ils décident alors de collaborer ensemble en vue d'une expédition bien exigeante comme il faut, l'ascension du Silua Grande. C'est une montagne de 6344 mètres très difficile d'accès située dans les Alpes péruviennes et son ascension est juste terrifiante. Elle est réputée pour sa difficulté extrême, entre ses parois extrêmement raides, ses conditions météorologiques juste imprévisibles et ses glaciers crevassés. Le danger sur ce sommet est juste omniprésent. Joe Simpson et Simon Yates en ont bien conscience, mais c'est surtout ça qui les attire. Comme je vous le disais plus tôt, on parle d'un binôme vraiment ambitieux. Ils ont la vingtaine, ils sont en bonne santé et ils ont déjà beaucoup d'expérience. Mais là, on parle d'une montagne d'un tout autre niveau. Ils s'apprêtent à relever un défi vraiment surhumain. Ils sont conscients des risques, conscients de la dangerosité de cette expédition, mais ils se sentent prêts. Faut savoir qu'en 1985, seule l'arête nord de ce sommet avait déjà été bravée avec succès. Un exploit réalisé 49 ans auparavant en 1936 par un duo d'alpinistes allemands. Cette face, elle est déjà bien redoutable, mais nos deux acolytes, au lieu de simplement marcher sur les pas de ces alpinistes, se sont donné comme objectif d'atteindre son sommet via la face ouest. La face ouest, elle n'a encore jamais été bravée. En d'autres termes, ils s'apprêtent à plonger dans l'inconnu. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils n'ont qu'une vague idée de l'itinéraire à emprunter, et c'est surtout ça qui est pas vraiment rassurant dans cette histoire. L'ambition est énorme, le challenge et tout ce qu'il implique aussi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans une zone aussi reculée sur une face qu'aucun être humain n'a encore réussi à escalader, inutile de miser sur les scores en cas d'accident. Sur ce sommet, l'autonomie doit être totale, tu ne peux compter sur personne d'autre que ton compagnon de cordée. Les deux hommes se font confiance pour cette expédition, ils seront tous les deux reliés à une corde. Si l'un d'entre eux tombe, l'autre tombera aussi. Et justement, cette corde en question va avoir énormément d'importance dans cette histoire. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Quelques mois avant le départ, les deux hommes se rassemblent régulièrement pour planifier au mieux leur trajet. Ils ont la date en tête, leur binôme est soudé, mais aussi pas mal inconscient et irresponsable, ça c'est pas moi qui le dis, eux-mêmes l'ont reconnu quelques années plus tard. Mais maintenant, une nouvelle question se pose. Doivent-ils vraiment partir à deux ou doivent-ils s'entourer davantage pour minimiser les risques? Non, parce qu'à deux sur un flanc de montagne encore jamais gravi sans aucun moyen de communication avec le reste du monde, inutile de vous expliquer à quel point c'est dangereux. C'est dans un hôtel qu'ils vont trouver leur réponse en rencontrant par hasard un certain Richard Hawking. Richard, c'est lui aussi un étudiant britannique, mais c'est plus un explorateur qu'un alpiniste. Il a quand même quelques bases en grimpe, ça y a pas de problème, mais il est bien loin d'être au niveau de Joe et de Simon.
Les trois hommes se rencontrent, le duo sympathise avec ce dernier et naturellement, ils lui présentent leur projet fou. Bon, Richard, en prenant connaissance de leur projet, il est partagé entre plusieurs émotions. Il est à la fois admiratif envers ces deux alpinistes de son âge et leur ambition débordante, mais il n'est pas non plus très serein. Il découvre deux étudiants chevronnés, bien motivés, mais peut-être un peu trop inconscients. De là, Richard va leur proposer de se joindre à eux. Son rôle sera de rester au camp de base pour surveiller leurs affaires et servir de soutien en cas de force majeure. Bon, comme je vous le disais, c'est pas vraiment un alpiniste de base, mais bon, c'est mieux que rien déjà. Leur plan prend forme, ils ont désormais un soutien en plus. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Prochain arrêt, le camp de base du Silua Grande. Son camp de base se situe à plus de 4000 mètres d'altitude et après un long voyage en bus et plusieurs heures de randonnée, Joe, Simon et Richard arrivent enfin au pied du fameux Silua Grande. Il est maintenant temps pour notre duo d'attaquer cette ascension qu'ils attendent avec impatience et appréhension, mais avant de nous lancer dans le gros du sujet, faisons une petite liste de tous les facteurs qui vont rendre leur ascension presque insurmontable. Ignorance presque totale de l'itinéraire à emprunter, aucun moyen de contacter les secours, aucune corde fixe sur le trajet, aucune échelle préalablement installée pour traverser les plus grandes crevasses, aucun masque à oxygène dans les affaires des deux acolytes. Fallait être fou pour se lancer dans une ascension pareille, mais Joe et Simon, ils veulent prendre des risques et marquer l'histoire. Nos deux grimpeurs ont bel et bien conscience de tous les risques liés à une telle ascension, ils ne sont pas totalement inconscients et ça me paraît important de bien vous le préciser. Il est temps de sortir les piolets et les crampons. L'heure du départ a sonné, Joe et Simon quittent Richard qui se retrouve seul au camp de base et commence alors pour eux une journée bien intense d'escalade sur la face ouest du Silua Grande. Ils n'ont pas de tente, aucun dispositif de sécurité qui pourrait permettre aux secours de les retrouver. De toute façon, des secours dans cette zone, il y en a pas, donc c'est vite vu en fait. En somme, ils gravissent cette face en style alpin, une approche de l'alpinisme privilégiant l'autonomie, la légèreté et la rapidité. C'est pour ça qu'ils n'ont emmené que le strict nécessaire, rien de plus. Imaginez-vous seul, accompagné d'un de vos amis, sur un flanc de montagne isolé du reste du monde. Plusieurs centaines de kilomètres vous séparent de toute forme de civilisation. Vous évoluez dans une zone extrêmement raide et dangereuse où l'homme n'a encore jamais posé le pied. Impossible de contacter vos proches, vos amis ou encore du renfort, bref, impossible de communiquer avec le reste du monde. Devant vous se dresse un chemin parsemé de crevasses, de séracs menaçant de s'écrouler à n'importe quel moment, de roches instables et de glaces bien glissantes. Vous n'avez qu'une vague idée de l'itinéraire à emprunter pour la simple et bonne raison que vous êtes les premiers humains sur Terre à vous trouver ici et dans de telles conditions, vous le savez bien, aucune erreur n'est permise. Pourtant, dans de telles conditions, un accident peut si vite arriver. Un seul faux mouvement sur un petit rocher instable camouflé sous un manteau de neige peut suffire pour se fouler une cheville. Ça paraît peut-être rien dit comme ça, une petite entorse c'est pas dramatique, mais une petite entorse dans un environnement pareil à plus de 5000 mètres d'altitude au milieu de nulle part sur un flanc de haute montagne pareil, ouais, là c'est dramatique, tant pour votre survie que pour celle de votre compagnon de cordée. Car oui, je vous le rappelle, vous êtes constamment relié à votre acolyte par une corde. Si vous tombez dans une crevasse, il tombera aussi. S'il trébuche, il vous entraînera dans sa chute. Et si vous vous faites une entorse, vous l'empêcherez de continuer sa route. À moins qu'il la coupe. C'est dans de telles conditions que Joe et Simon avancent. Leur ascension commence par une falaise de glace de plus de 30 mètres de haut, suivie d'un autre mur de glace à franchir à la quasi verticale. Les deux amis doivent à la fois se coordonner efficacement pour grimper ces sections sans faire d'erreur, mais ils doivent aussi mémoriser chacun de leurs faits et gestes. Quand ils redescendront dans quelques jours, leurs pas laissés dans la neige auront disparu et à ce moment-là, ils devront se souvenir avec précision de l'itinéraire exact par lequel ils sont passés précédemment. C'est tout un travail de mémorisation bien complexe qui leur demande beaucoup d'énergie supplémentaire, mais c'est le prix à payer pour gravir une face encore jamais explorée. Heureusement, le temps joue en leur faveur, il fait beau, il y a du soleil, il n'y a aucune avalanche, aucune chute de sérac importante, en bref, tout se passe pour le mieux pour l'instant. La nuit commence à tomber en fin de journée, on est en mai donc les journées sont quand même assez longues. Et pour passer la nuit, Joe et Simon décident de se réfugier dans une petite grotte de neige. Sans surprise, leur installation est très rudimentaire, ils n'ont presque aucune affaire pour dormir. Et en pleine nuit à plus de 5000 mètres d'altitude dans une grotte de neige, autant te dire que ça caille pas mal. Cette première nuit sur la face ouest est très difficile à supporter. Nos deux acolytes font face à des températures glaciales qui leur provoquent des brûlures et des gelures.
Ils n'ont pas grand chose pour s'en protéger et avec l'altitude, les effets du froid et de la fatigue sont décuplés. Malgré leur acclimatation, ils sentent que leur corps fonctionne désormais au ralenti. Chacun de leurs efforts leur demande beaucoup plus de ressources, leur vitesse de marche diminue au fur et à mesure des heures qui passent. Rajoutez à tout ça un sommeil de mauvaise qualité et vous obtenez un cocktail explosif bien dévastateur pour le corps. Malgré tout, écoutez, tout se passe pour le mieux. Les deux amis enchaînent les parois de glace, ils kiffent leur vie, il fait grand soleil, ils font face à aucune grosse difficulté. Le duo fonctionne en parfaite synergie, ils sont clairement à fond et plus que motivés à l'idée d'enfin atteindre ce sommet qui leur fait tant rêver. Plus que quelques centaines de mètres les séparent du sommet et au vu des conditions actuelles, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Sauf peut-être un. Simon et Joe ont emmené avec eux un réchaud, leur permettant de cuire les rations lyophilisées qu'ils ont emmenées avec eux et faire fondre la neige pour ensuite la boire. Ouais, le but recherché, c'est vraiment d'alléger au maximum les bagages, donc au lieu de s'alourdir inutilement avec des packs d'eau, la plupart des alpinistes se servent de la neige présente sur les sommets pour s'hydrater. Le truc, c'est que les deux acolytes se sont rapidement aperçus qu'ils sont partis avec 2 petites bouteilles de gaz seulement, ce qui est pas vraiment énorme. Quand on sait que pour faire fondre l'équivalent d'un seul verre d'eau, faut faire tourner le réchaud pendant près d'une demi-heure, tout de suite tu comprends mieux que des réserves de gaz, il en faut pas qu'un peu. Joe et Simon prennent conscience qu'ils vont sûrement manquer de gaz d'ici la fin de leur expédition, alors ils décident d'économiser le peu de réserves qu'ils ont apportées en limitant leur consommation d'eau. D'ailleurs, petit conseil, retenez bien cette info. Leur ascension continue malgré tout, ils doivent encore braver des murs de glace de plusieurs centaines de mètres de hauteur pour se rapprocher du sommet, c'est limite devenu la routine pour ces deux grimpeurs finalement. Pendant plusieurs heures, ils vont gravir une cascade de glace juste vertigineuse, surplombée par des séracs bien menaçants, et après cette étape bien rude, ils arrivent enfin à trouver un nouveau lieu où passer la nuit. En tout, ils auront marché et escaladé pendant plus de 15 heures ce jour-là, c'est juste énorme, notre duo est complètement HS après ça, entre la légère déshydratation et la fatigue accumulée. Heureusement, ils ont un nouvel abri pour passer la nuit, ça c'est une bonne nouvelle, ils sont pas si loin de franchir la barre des 6000 mètres d'altitude. Rien que d'y penser, ça les motive de dingue, ils sont à ça d'atteindre leur objectif, ça fait des mois qu'ils bossent sur ce projet, ils sont refaits clairement. Mais faut pas crier victoire trop vite, il leur reste encore quelques heures, voire quelques jours de marche pour atteindre le sommet, et une fois que ce sera fait, il va ensuite falloir qu'ils redescendent. Et quand on sait qu'en haute montagne, la descente est tout autant, voire plus dangereuse que la montée en elle-même, tout de suite, ça fait froid dans le dos. Lors du 3e et du 4e jour, Joe et Simon doivent faire face à une des principales caractéristiques communes à certaines montagnes de la cordillère des Andes, les ice floats. Les ice floats, c'est ça, des formations glaciaires caractéristiques qui se présentent sous la forme de crêtes de glace bien étroites et allongées. Joe et Simon doivent en escalader certaines, ils n'ont pas d'autre choix et leur ascension est particulièrement difficile en raison de leur surface fragile et très instable. La difficulté est juste extrême. Simon et Joe n'arrivent à parcourir qu'une centaine de mètres en quelques heures à cause du manque d'oxygène et de la fatigue accumulée, et désormais, ils avancent à l'aveugle. Ils ne savent plus vraiment où ils se trouvent, ils savent même pas vraiment si le chemin qu'ils empruntent est le bon là. À tout moment, ils sont juste en train de s'enfoncer dans un cul-de-sac, et si c'est le cas, la suite de leur aventure s'annonce tout sauf radieuse. Simon et Joe passent avec succès la section des ice floats, et ils se trouvent désormais sur l'arête, les menant directement au sommet. C'est juste fou, ils ont réussi à toucher le sommet malgré toutes les galères, la fatigue et le manque d'oxygène, autant te dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment la fête. Mais pas trop. Après avoir atteint le sommet, les deux hommes remarquent au loin un nuage très menaçant. À ce moment-là, une chose est sûre, dans quelques minutes, ils se prendront une tempête bien violente. En plus de ça, on est en milieu d'après-midi, le soleil va pas tarder à se coucher et les températures vont vite se mettre à tomber. La fête fut donc écourtée et une fois l'euphorie passée, Joe Simpson et Simon Yates commencent leur redescente. Prenez le temps de vous remémorer toutes les sections qu'ils ont dû franchir jusqu'à présent. Ouais, ça fait beaucoup, mais maintenant, ils doivent revenir sur leurs pas en sens inverse cette fois-ci. Bon, je vous rassure, nos deux acolytes ont prévu de passer par un itinéraire bien plus simple pour la descente, histoire de finir sur une note plus tranquille. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure de leur descente, ils finissent par se rendre compte que l'itinéraire facile qu'ils avaient prévu est en réalité bien plus technique et rude qu'ils avaient imaginé. La désillusion, elle est juste énorme, et au même moment, un épais brouillard s'installe dans la zone. La tempête se propage doucement dans la zone, la situation est extrêmement critique et les deux hommes se sentent comme pris au piège. Ils s'attendaient à une descente tranquille sous un temps plutôt dégagé, mais en moins d'une heure, la situation a complètement basculé. Imaginez l'ascension émotionnelle qu'ils ont dû ressentir. Il y a moins d'une heure, ils se réjouissaient d'avoir réalisé ce qu'aucun humain n'avait jamais réussi à accomplir,
Et désormais, ils se trouvent là, les yeux rivés sur ces falaises gigantesques qu'ils vont devoir braver pour redescendre, le tout dans un épais brouillard plus que déstabilisant. Ouais, le changement d'ambiance, il est bien hardcore. Joe Simpson et Simon Yates n'ont pas le choix, ils avancent tant bien que mal malgré la tempête, et ce qui devait malheureusement arriver, arriva. Les deux hommes se perdent complètement. Ils se retrouvent seuls à plus de 6000 mètres d'altitude, ils sont incapables de voir quoi que ce soit, et ils n'arrivent même plus à distinguer ce qui se trouve sous leurs pieds. Ils sont dans une zone qui n'a jamais été explorée auparavant, rappelez-vous. En bref, la situation est juste chaotique. Encore une fois, ils vont avoir énormément de chance, car au bout de quelques dizaines de minutes, le brouillard s'estompe légèrement, ce qui leur permet de retrouver leur chemin. C'était juste inespéré, mais ils s'en sont encore une fois sortis. Après 3-4 heures d'une descente bien plus épuisante et technique que prévu, le soleil commence à se coucher. En une petite heure, la nuit noire s'installe, mais Joe et Simon n'ont nulle part où dormir. La situation est une nouvelle fois très critique, mais heureusement, ils arrivent finalement à trouver un nouveau spot pour se réfugier et passer la nuit. Ils sont dans un piteux état, des gelures commencent à se former sur leurs extrémités, ce qui est tout sauf rassurant, et toute cette accumulation de problèmes les ont rendus très nerveux. Une chose est sûre, ils ont échappé plus d'une fois à la mort ce jour-là, et la suite de leur périple n'a pas de quoi les rassurer. Ils vont devoir survivre aux conditions atroces que leur réserve cette montagne encore quelques jours, et niveau ambiance, l'euphorie d'avoir atteint le sommet s'est déjà volatilisée depuis bien longtemps. Après une nouvelle nuit très peu agréable, le soleil est de retour, mais Simon se rend compte que son état a empiré. Il avait déjà des gelures sur les doigts la veille, mais cette fois-ci, il commence à noircir. Il ne peut que constater la dégradation de son état, car de toute façon, ils n'ont aucun moyen de contacter qui que ce soit, et c'est avec une main presque hors d'usage qu'il va reprendre la route, accompagné de Joe. Il faut descendre de cette montagne, et vite. Les deux hommes continuent leur descente, mais au bout de quelques heures de marche, Joe et Simon arrivent au niveau d'une falaise de glace. C'est là que les choses sérieuses commencent. Au tiers de la descente sur cette falaise de glace, je me disais, ne tombe surtout pas ici. Parce que Simon descendait également à ce moment-là et qu'il y avait donc du mou entre nous. J'ai planté mon piolet droit dans la glace et elle s'est désintégrée. J'ai atterri plus bas, au pied de la falaise. Ma jambe droite était bloquée en arrière. Mon tibia avait frappé dans mon fémur et le choc avait continué jusqu'à mon articulation du genou. J'avais déchiré mon ligament croisé antérieur, endommagé mon nerf fibulaire et détruit le cartilage des deux ménisques. La douleur était atroce. Simon est apparu et il m'a demandé si j'allais bien. Quand je lui ai dit que je m'étais cassé la jambe, son visage a changé. Avant cela, nous étions coéquipiers, on travaillait ensemble. Mais tout d'un coup, l'un de nous deux était invalide. Il nous restait encore 914 mètres à descendre. Il a pensé que j'allais mourir. La situation est très alarmante. Les deux coéquipiers redoutent le pire car ils le savent. Dans cette zone, faut pas compter sur les secours. Joe essaye de se relever à plusieurs reprises, mais n'y parvient pas. Il sent ses os bouger, la douleur est juste insoutenable. Il leur reste certes moins d'1 kilomètre de dénivelé, mais 1 kilomètre de dénivelé sur une face pareille, c'est presque une mission impossible. En fait, à ce moment-là, les deux amis savent très bien qu'ils vont devoir couper la corde qui les relie. Joe est plus en état de descendre et Simon ne s'en sortira pas s'il reste encordé avec lui. Mais pendant plusieurs heures, Simon va rester dans le déni. Joe l'encourage de couper la corde, il sait qu'il ne s'en sortira pas et il veut que Simon rentre sain et sauf. Mais de son côté, Simon, il veut pas abandonner son compagnon de cordée et ça se comprend. Imaginez-vous encordé à votre meilleur ami qui lui est blessé. Si vous coupez la corde, alors votre ami devra faire face à une mort certaine, mais si vous ne la coupez pas, il vous entraînera dans sa tombe. Dans un élan désespéré, Simon va tenter de descendre avec Joe avec une corde en le faisant glisser dans la neige. Alors sur quelques mètres ça marche un peu, mais très vite il se rend compte que ça ne mène à rien. Avec les blessures, les hémorragies internes m'ont probablement fait perdre un quart de mon sang, presque 1 litre. Simon me descendait et je suivais le rythme. Après 1 heure à évoluer comme ça, nous avions descendu 91 mètres. À 21h30, Simon m'a fait descendre le long de la falaise et je me suis arrêté avec 30 mètres de vide sous mes pieds et une crevasse juste en dessous. Je me suis retrouvé suspendu dans le vide sans pouvoir détendre la corde et donner le mou nécessaire à Simon. C'était irrémédiable, nous allions mourir. Simon s'est alors accroché à un espoir de survie et c'est là que je me suis senti tomber. La pente était devenue bien trop raide, Joe se tordait de douleur et suppliait Simon de s'arrêter.
et en quelques secondes, il s'est retrouvé suspendu au-dessus d'une crevasse de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Simon n'a aucun moyen de le faire remonter à la surface, la corde est bien trop tendue et lui-même ne peut plus avancer, et au bout de quelques heures, il décide finalement de couper la corde. J'ai frappé la crête de la crevasse et je l'ai traversée. J'ai percuté le sol sur une partie de la corniche qui venait de céder et je me suis arrêté. En regardant en l'air, j'ai vu le trou de l'entrée de la crevasse qui était à 20 mètres de hauteur. Et j'ai pensé, Simon s'est envolé, il est parti. Joe se retrouve seul, sans eau ni nourriture, au fond d'une crevasse de plus de 20 mètres. Il est gelé, sa jambe lui fait toujours aussi mal. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre la mort. Mais il reste optimiste. En fait, quand il a découvert que Simon avait coupé la corde, il était surtout soulagé de savoir qu'il était tiré d'affaire. Il pensait qu'il allait lui venir en aide en cherchant du renfort, il s'est donc mis à crier de toutes ses forces, mais au bout de quelques heures, il comprend que personne ne viendra le sauver. De son côté, Simon en est persuadé, Joe est mort. Inutile donc de revenir sur les lieux de l'accident avec du renfort. Les crevasses sont des endroits effrayants, surtout quand vous vous rendez compte que vous n'en sortirez jamais. J'ai pensé à la mort qui viendrait doucement, et ça m'a glacé le sang. Je n'avais plus d'espoir vers 9h30 du matin, quand j'ai réalisé que Simon ne m'avait toujours pas retrouvé. Joe réalise que personne ne viendra le sauver, il n'a plus rien à perdre, alors il met en place un plan. Première étape, l'évasion. Joe passe sa première nuit coincé dans cette crevasse. Psychologiquement et physiquement, il est en miettes. Il est lourdement blessé à la jambe, il n'a pas d'eau, pas de nourriture, il ne sait pas encore comment s'en sortir, il est terrifié, en colère, désespéré. En d'autres termes, la douleur physique et la situation sans issue dans laquelle il se trouve le rend fou. Mais Joe, il tient à sa vie, et comme je vous le disais précédemment, il n'a plus rien à perdre. Il essaye donc de mobiliser toutes ses forces pour grimper la paroi de plus de 10 mètres le séparant de la surface, mais très vite, il va abandonner cette option. Son état était bien trop catastrophique pour escalader une telle surface, alors il va regarder sous ses pieds et il va très vite réaliser que dans son malheur, il a eu pas mal de chance. En fait, Joe a réceptionné sur une plaque de neige et de glace, mais il n'a pas atteint le fond de la crevasse située quelques dizaines de mètres plus bas encore. Il réalise qu'à quelques centimètres près, il serait tombé bien plus bas, ce qui l'aurait sans doute tué sur le coup. Comme je vous le disais un peu plus tôt, Joe c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et après avoir analysé minutieusement l'environnement dans lequel il se trouve, il va avoir une idée assez contre-intuitive. Pour tenter d'atteindre la surface, il décide de s'enfoncer encore plus profondément dans cette crevasse. Joe Simpson n'a rien à perdre. Il a la force pour descendre en rappel grâce au bout de corde qui lui reste, mais s'il ne trouve pas d'issue à l'extrémité de cette crevasse, il n'aura plus la force de remonter. Il sait que c'est le seul moyen qui lui reste pour tenter de trouver une issue, et de toute façon, c'est ça ou attendre la fin. Clairement, il n'a pas trop le choix quoi. Joe commence sa descente, mais il décide de ne pas faire de nœud au bout de sa corde. S'il ne trouve aucune issue lors de sa descente, alors sa corde finira par lui glisser entre les mains, ce qui l'entraînera dans une chute mortelle. Il préfère accueillir la mort de cette façon, plutôt que d'attendre qu'elle vienne à lui, au fond de cette crevasse froide et obscure. Du côté de Simon, c'est pas la joie non plus. En fait, dès qu'il a coupé la corde, il a creusé un nouvel abri non loin du lieu de l'accident pour y passer la nuit. Il n'a entendu aucun cri, perçu aucun signe de vie provenant de la crevasse, et c'est en revenant sur les lieux de l'accident le lendemain qu'il comprit la violence de la chute qu'avait vécu son ami Joe. Pour lui, c'est littéralement impossible qu'il ait survécu à une chute pareille, surtout avec une jambe cassée, et ça se comprend totalement. Jusqu'à présent, Joe s'est un miraculé sur toute la ligne. Il a survécu à une chute de plusieurs dizaines de mètres et il est encore en capacité de bouger et de raisonner correctement pour trouver une solution. Mais tout ça, Simon n'en a pas conscience. Alors, il regarde la scène sans bouger, sans dire un mot. Il se sent extrêmement coupable d'avoir coupé cette corde qui le retenait en vie, mais d'un autre côté, il n'avait pas d'autre choix pour s'en sortir. Il observe cette crevasse, impuissant, se demandant s'il devra dire la vérité sur la situation une fois de retour au camp de base, et il finit par faire demi-tour. En rejoignant le camp de base, il croise Richard sur le chemin. Il est resté au camp comme prévu pendant tout ce temps, mais au bout du 5e jour, en voyant que les deux hommes n'étaient toujours pas rentrés, il a décidé de partir lui-même sur leurs traces pour tenter de les retrouver. En voyant arriver Simon au loin, Richard met plusieurs minutes à le reconnaître. Il est très amoché, il est à bout de force psychologiquement comme physiquement,
et Simon finit par lui raconter toute l'histoire. Il a bel et bien coupé la corde et Joe est décédé dans une crevasse. Simon se sent très mal, il se considère comme un meurtrier, persuadé encore une fois que Joe n'est plus de ce monde. De son côté, Joe, toujours vivant, utilise sa corde pour se laisser glisser plus bas. Il s'enfonce dans l'obscurité, il n'ose même pas regarder sous ses pieds, mais enfin, il distingue au loin une source de lumière. Il y a bel et bien une autre issue. Il utilise ses dernières forces, il arrive à se hisser hors de la crevasse, et une fois dehors, il s'allonge dans la neige en contemplant le ciel. Son évasion de la crevasse s'est déroulée avec succès, c'était juste inespéré, mais désormais, il doit atteindre le camp de base. Après une nouvelle nuit, Joe reprend la route. Cela fait près de 3 jours qu'il n'a pas bu ni mangé, il a perdu l'équivalent d'un tiers de son poids, sa jambe droite est encore extrêmement douloureuse et ses mains ont complètement gelé. Alors certes, il a réussi à sortir, mais il doit encore parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre le camp de base. Joe reste en mode survie, il n'est pas défaitiste, loin de là, et il décide de parcourir ces kilomètres restants en rampant sur la neige. Richard et Simon de leur côté sont rentrés au camp, et l'état de santé de Simon commence à inquiéter. Il ne dort plus à cause de son acte, ses gelures ne guérissent pas, son deuil est difficile à surmonter, et face à cette situation qui ne fait qu'empirer, Richard le convainc de quitter la montagne dès le lendemain matin. De son côté, Joe en a bien conscience, il est engagé dans une course contre la montre. Il sait que s'il prend trop de temps à ramper jusqu'au camp de base, Simon et Richard repartiront sans lui. Et tout ça pour lui c'est impensable. Il n'a pas fait tout ça pour atteindre un camp de base désert. Alors il enroule sa jambe cassée dans son petit sac de couchage et il rampe de toutes ses forces pour survivre. Il n'arrive à parcourir que quelques dizaines de mètres par heure, mais il ne s'arrête pas car encore une fois, il n'a plus rien à perdre. Joe rampe sans s'arrêter pendant toute une journée, il est désorienté, il s'évanouit par moments à cause de la douleur et de la fatigue, puis il reprend ses esprits et parcourt quelques mètres avant de sombrer à nouveau. Il se trouve au port de la mort, mais sa détermination, elle, continue de subsister. La nuit commence à tomber, la pénombre s'installe, il fait moins 20 degrés, mais Joe refuse de dormir une nuit de plus sur cette montagne. Il se bat sans relâche, il sait que son temps est compté, et s'il veut rejoindre le camp de base, c'est ce soir ou jamais. De leur côté, Richard et Simon s'endorment. C'est leur dernière nuit au camp de base. Au bout de quelques heures, Richard se réveille, il croit entendre des cris au loin, ça l'intrigue, mais il n'y porte pas plus attention que ça. À aucun moment il se dit que ça peut être Joe, car pour lui il n'y a aucun doute, il est bel et bien mort quelques jours plus tôt. Sauf que les cris, ils s'intensifient, et cette fois-ci c'est Simon qui se réveille. Lui aussi, il met du temps à comprendre ce qui est réellement en train de se passer, et les deux hommes finissent par sortir de leur tente pour vérifier par eux-mêmes la provenance de ces cris. Simon commence à courir en direction des cris, et très vite, il se rend compte que la personne qui l'appelle à l'aide, c'est bel et bien Joe Simpson. Simon et Richard n'en reviennent pas. Joe a survécu, et il est parvenu à rentrer au camp par ses propres moyens. Il a survécu 4 jours sans boire et sans manger, il a gravi en style alpin une montagne de 6344 mètres via une face qui n'avait jamais encore été bravée par l'homme, il a réussi à s'extirper d'une crevasse avec une jambe en vrac et des gelures sur les doigts, et enfin il a réussi à ramper sur plusieurs kilomètres pour atteindre le camp de base à temps. Après plus de 6 opérations et plus de 2 ans de convalescence, Joe a enfin pu reprendre l'alpinisme, parce que croyez pas qu'une mésaventure pareille a entaché son amour pour ce sport. Joe et Simon sont restés en très bons termes après cette grande mésaventure, Joe lui en veut pas du tout d'avoir coupé la corde, de toute façon lui-même a affirmé qu'il aurait fait de même à sa place. Et comme on a pu le voir tout au long de cette vidéo, Joe Simpson aurait dû mourir plus d'une fois. S'il avait laissé son côté défaitiste prendre le contrôle, jamais il n'aurait survécu à toutes ces épreuves. Et je pense que son histoire doit nous servir de leçon. Il a vécu un cauchemar, son histoire c'est désillusion sur désillusion, accident sur accident, mais malgré tout, sa détermination est restée intacte. Et au bout du compte, c'est bien ça qui l'a sauvé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. J'ai hâte de passer cette nouvelle année à vos côtés, vous allez voir la chaîne va pas mal se professionnaliser dans les prochains mois. Passez sur Insta d'ailleurs pour être au courant de l'avancée des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne plus tard cette année. Et sur ce, à plus!